Nous voici aujourd'hui devant M. Paul Ngouala, le dernier des Mohicans, selon l'expression consacrée. Car il faut bien souligner que c'est le dernier ministre encore en vie du gouvernement du président Albert Fulbert Yulu. C'est dire que M. Ngouala a fait partie du tout premier gouvernement de la République lors de la proclamation de l'indépendance. Aux côtés d'autres personnalités, c'est donc un honneur pour nous de recevoir sur cette antenne ce personnage anthologique. Tant la simple évocation de son nom trouve résonance dans l'histoire de notre pays. C'est dire à quel point sa vie reste liée à l'histoire politique du pays, l'histoire politique et sociale de l'évolution du pays. Nous sommes donc venus pour lui témoigner notre admiration et aussi notre respect dû à un personnage de sa teneur, mais aussi pour honorer une sagesse simple qui veut que du vivant d'un sage, d'un aîné, il faut l'approcher car il détient en lui un trésor et qui risquerait de disparaître si personne ne songe à le recueillir. Mais pour commencer, on va procéder aux présentations. Sa fille Jeannette Ngouala, qui nous assiste. Nous avons aussi donc Yvon Moigny, qui est donc là, qui nous accompagne dans le cadre de la logistique. Nous avons Armand Mandiono, que tout le monde connaît, dont le nom n'échappe plus à personne, aussi bien sur la place de Paris que sur le plan national au pays. Et vous avez aussi donc ma humble personne, qui est donc Cicéron Massamba, hein, donc l'un des membres de la diaspora congolaise de France. Voici donc ce que pourrait être les présentations, et je vais donc céder la parole à Yvon Moigny, qui va donc procéder à l'échange avec M. Paul Ngouala. Bonjour, Papa Paul. Bonjour. Bonjour. Vous avez vécu les premières heures de l'indépendance. Vous avez participé au premier gouvernement de notre pays. Est-ce que vous pourrez nous décrire à peu près l'atmosphère, comment ça s'est passé, et puis comment est-ce que vous êtes arrivé jusqu'à intégrer le premier gouvernement du pays? C'est une question un peu personnelle. Juste pour nous décrire un peu le climat, quel a été le climat? Le climat n'était pas à la veille de l'indépendance, parce qu'il y avait une joie, la fête. Est-ce que vous pouvez nous décrire à peu près quelle a été l'ambiance en ce moment précis? Le climat, décrire le climat, c'est d'abord, il y avait le problème, comme toujours dans toute l'Afrique, il y avait toujours ce problème des tribus, des régions, tout un tas de choses.
Il n'y avait pas de problème où tout le monde pouvait se dire, bon, on peut prendre l'indépendance, on va la gérer ensemble. Malheureusement, il y a eu un peu des forces un peu dispersées, mais avec le temps, on est arrivé quand même à s'entendre. Sinon, au début, ça n'a pas été facile. Il y avait toujours, comme on dit, le diable est toujours là, il n'est pas loin des réalités. Nous étions là, chacun venait avec son petit groupe de la tribu et tout un tas de choses pour se faire élire. C'est avec le temps qu'on a fini par se réunir et puis former un bloc. Parce qu'au début, il y a eu d'abord des guerres, des tribus. Par exemple, 69, où il y a eu... 59, je veux dire. 59, vous voulez dire. 59, il y a eu la guerre du Nord et du Sud, où il y a eu beaucoup de morts bêtement, alors qu'on devait s'entendre. Mais tout ça, c'est dû à ce qu'il y avait la loi 4 aussi qui avait voulu qu'il y ait cette division. Mais avec le temps, on est arrivé à s'entendre pour former un bloc, le Nord et le Sud. Mais tout ça, il y avait Opango, il y avait Yulu, tous les deux leaders qui étaient le Nord et le Sud. Donc il fallait quand même qu'on arrive à s'entendre parce qu'on n'avait pas deux pays, il y avait un seul pays qu'il fallait diriger. Et puis, avec le temps, on est arrivé quand même à former un gouvernement. Et on a pris quand même des jeunes à cette époque-là, qu'on a mis dans le gouvernement, qui étaient de part et d'autre, et afin qu'on arrive à trouver une solution. Mais sinon, au début, c'était toujours comme dans tous les pays, c'était comme ça. Il y avait toujours un désordre au départ. Mais ce n'est qu'avec le temps qu'on arrive à se faire une image de son pays. Et puis, on arrive à former un gouvernement. Comme dans toute l'Afrique française, le problème était le même. De l'autre côté de Kinshasa, le problème n'était pas la même chose. Avec l'ère indépendante de 30 juin, il y a eu une dispersion, il y a eu des émeutes, il y a eu des arrestations, il y a eu des tueries. Par exemple, le premier ministre du Congo Kinshasa, Lumumba, bon, il a été aussi assassiné bêtement parce qu'il a voulu détruire un peu le prestige de la Belgique. La Belgique qui avait jusqu'à ce jour-là la même mise économique sur le Congo Kinshasa. Non seulement ça, il n'y avait pas seulement la Belgique, il y avait aussi l'Amérique qui était là aussi. Il y avait des matières premières à cueillir, à ramasser, parce qu'il y avait un désordre, jusqu'à ce que Mobutu, c'est-à-dire le général Mobutu, qui était d'abord un simple agent de l'impérialisme, je n'aime pas ce mot-là. Mobutu était quand même la même mise des États-Unis, qui était là, qui a fait un coup d'État, François disait qu'il a fait un coup d'État. Non seulement il a fait un coup d'État, il a pris tous les jeunes gens qui étaient à l'université, il a formé un gouvernement avec eux. Mais c'était des jeunes gens qui n'avaient aucune expérience. Il fallait donc construire le pays. Ils ont refait quand même le gouvernement dans le sens où les choses allaient bien. Malheureusement, avec le temps, Lumumba a été arrêté et puis sacrifié sur l'autel de l'unité. Tout un tas de choses, c'est bête, mais c'est comme ça. Et quand on voit ce qui se passe, on amène à Kinshasa une dent d'une personne, alors que Lumumba avait dans son corps, dans les 5 sens, il fallait qu'on amène, je ne sais pas, au moins 2 ou 3. Mais une dent, qu'est-ce que c'est une dent? Mais est-ce que ça a influencé le cours politique dans notre pays? Parce qu'on dit souvent, quand Brazza s'enrhume, Kinshasa tousse. Mais de toute façon, c'est des formules qui ne tiennent pas parce que nous sommes un seul peuple quand on le regarde. C'est comme les deux Corées et nous sommes les deux Congos. Toujours des C ici. Alors, quand on nous a divisés pour recoller, pour refaire l'unité qu'avait fait le roi à l'époque, ce n'était pas facile. Les étrangers sont venus, ils ont divisé le Congo, plusieurs provinces, de telles choses, jusqu'à la défiguration de l'Afrique, c'est-à-dire que le dépaissage du Congo, du royaume du Congo, c'est-à-dire on a donné, les Belges sont venus, et les Français sont arrivés, et le royaume du Congo a été divisé, déchiré, et puis assassiné même, il faut dire les choses. Donc ce n'est pas toujours facile quand on regarde les choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
ressouder le Congo, le royaume du Congo. Mais pour ressouder le royaume du Congo, il faut qu'il y ait des sacrifices. Et les sacrifices, il faut qu'il y ait des gens qui disent « je ne veux pas être ceci, je ne veux pas être cela ». Parce que pour nous les Africains, quand on fait quelque chose, chacun va avoir le plus gros morceau, ou alors non seulement ça, mais il veut être la tête. Qui peut être la tête dans un pays comme le Congo? Les deux Congos peuvent demain matin se réunir. Oui, Papa Paul, on comprend que c'est la finalité. Mais pour nous, les jeunes, on voudrait d'abord connaître l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui va nous indiquer qui est l'histoire qui va être notre boussole pour l'avenir. Maintenant, vous arrivez en 1960, on a l'indépendance. Nous sortions des événements de 59. Vous avez connu Youlou, vous avez connu Opango. Est-ce que vous pourrez nous parler de ces deux personnalités? Comment étaient-ils? Comment se comportaient-ils? Est-ce que c'était des gens épris d'éthique, de paix? Est-ce qu'ils voulaient réellement construire? Est-ce qu'ils avaient un amour pour le Congo? L'amour, c'est un mot qui est là avec A majuscule, malheureusement. Qui était Youlou? Pardon? Youlou. Youlou ou Opango, c'était des Congolais des deux. Ils avaient quand même l'amour de leur pays. Chacun venait dire, voilà, je vais être ceci, je vais être cela. Bon, on est arrivé là où nous sommes arrivés, il y a eu des bagarres qui sont aussi, la loi cadre nous a commis dans la loi cadre. C'était une façon de donner au gouvernement national. National, oui, c'était national, parce que chaque village, c'est-à-dire chaque région, chaque État a pris ses responsabilités. Ça, c'était donc la loi cadre. Mais entre Opango et Youlou, il y a eu des problèmes d'orientation. Et Opango était du côté socialiste, c'est-à-dire du côté de la France. Youlou avait fait un parti local qui regroupait un peu les gars de toutes les régions, malheureusement, du sud surtout. Le nord était là, mais pas, on ne le voyait pas. Mais ils avaient leur leader Opango. Et au sud, il y avait Youlou. Il y avait Youlou, il y avait Tchitchil, tout un tas de choses. Comme je ne voulais pas dire que le nord n'est pas peuplé, mais c'était des Congolais malgré tout. On avait fini par s'entendre. Même des bagarres de 1959, c'était des choses poussées par les hommes politiques, mais au fond, on avait quand même le même sentiment d'occuper le territoire occupé par la France depuis 1880 par là, à la déchirure du Congo, de l'Afrique. Et donc, on avait quand même le sentiment d'être occupé, de s'occuper de notre pays. Malheureusement, quand on achète un véhicule, souvent, si on ne fait pas attention, on fait des accidents bêtes. Et nous pensons que ce qui s'est passé en 1969, c'était un accident de parcours. Mais très bien. En tout cas, ce que vous dites est d'autant plus, disons, réconfortant pour nous, parce que vous considérez que 59, c'est un accident de parcours. Oui. Et vous montrez bien que les deux hommes, en fait, se sont retrouvés, se sont réconciliés. Se sont réconciliés. Donc, on peut penser que le Congo a vécu dans une unité nationale, en dépit des événements de 59. De 59. Et, mais la question qu'on aimerait vous poser, c'est que quel souvenir gardez-vous de cette époque? Et d'abord, au sortir de l'indépendance, doit se former un gouvernement. Un gouvernement, à quel âge vous rentrez dans ce gouvernement? Et quel poste occupez-vous? Est-ce qu'il y avait, si vous dites c'est juste, mais c'était nouveau d'abord pour nous, et il fallait une certaine discipline. S'il n'y a pas de discipline, vous arriverez à faire des accidents partout. Et ça n'a pas été facile. D'abord, l'économie n'existait presque pas. L'économie existait puisqu'elle était là, c'est que c'était imposé par la France, tout un tas de choses. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose où il y avait des industries. D'abord, de toute façon, dans toute l'économie française, il n'y a pas eu d'industrie. Il y a un désert industriel là-dedans. Aussi bien que
pour refaire une industrie dans le pays, à cette époque-là, ce n'était pas facile. Il y avait un peu des compagnies commerciales de partout, mais il n'y avait pas un gars de la maison, c'est-à-dire quelqu'un, un Congolais qui avait des moyens pour lancer l'économie, à faire pratiquement rien. Il fallait donc repartir sur des bases nouvelles. Mais les bases nouvelles n'étaient pas faciles, parce qu'il fallait créer tous les services publics, faire face aux économies locales, c'est-à-dire faire face à l'agriculture, non seulement l'agriculture, mais il fallait imposer une activité économique, et cette économie ne peut venir que du pays. Mais le pays, quel pays? On venait d'avoir l'indépendance, on n'avait même pas 12, 13, 15 ans. Donc l'économie pour nous, c'était, on en parlait, mais on n'avait pas une base économique. Bien sûr, il y avait une base économique laissée par les Français. Il y avait encore beaucoup de choses à faire, à refaire. L'école, l'agriculture, l'agriculture, il y avait encore autre chose, c'est-à-dire l'industrialisation. Mais industrialiser un pays, on suppose qu'il y a des enfants qui ont des moyens, qui avaient des fonds pour lancer l'économie. Pour lancer l'économie, il fallait faire d'abord l'agriculture qui permettait aux gens de se nourrir tranquillement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il fallait lancer encore les écoles, surtout la santé. Les écoles pour former des nouveaux cadres. Et ça n'a pas été facile. Les nouveaux cadres, qu'est-ce qu'on les a fait, qu'est-ce qu'on a trouvé sur place? Il y avait quelques intellectuels qui étaient là, mais seulement dans l'enseignement qu'on trouvait des hommes qui savaient dire A, B, C, tout un tas de choses. Ces gens-là n'ont pas été nombreux, mais on a pris quand même à bras le corps certaines personnes qui avaient déjà une expérience, des gens comme le Tchitchel qui travaillaient déjà depuis longtemps. Lui, il a commencé à travailler à 19 ans au chemin de fer. Bon, on a fait ça comme une force qui permettait aux gens de démarrer dans le domaine économique, non seulement dans le domaine économique, mais dans le domaine intellectuel, c'est-à-dire que créer des écoles, créer les formations même. Les formations, ce n'était pas facile. On ne pouvait pas prendre seulement quelqu'un qui a cette fait l'étude. De toute façon, pour arriver là, il fallait avoir été à l'école. Oui, il fallait avoir fréquenté une région où existait l'école. Mais l'école n'était pas partout. Il y avait de coins où, par exemple, dans la Boisée, il n'y avait rien. Et surtout, les femmes en odeur avaient supprimé d'aller à l'école. Là, c'est le problème des catholiques qui ne permettaient pas que les filles aillent à l'école. Bon, les garçons allaient à l'école, mais pas les filles. Donc, si bien qu'il y avait cette tare-là, comme aujourd'hui, on parle de la conception, c'est-à-dire que pas la corruption, mais l'histoire de VG ou VG, vous appelez ça ici. Donc, Interruption VGE. VG plutôt. Oui, donc cette période-là avait ses problèmes. C'est-à-dire que nous étions à une période d'enfance, on peut dire, parce qu'on sortait de l'indépendance, oui. Et vous dites bien que l'économie n'était pas encore totalement établie, et puis il y avait encore le manque d'infrastructures, etc. Mais on peut dire qu'en ce moment-là que le budget national ne se chiffrait pas en milliards. Est-ce que vous pourriez dire qu'aujourd'hui, nous avons un budget qui se chiffre en milliards? Oui. Est-ce que le peuple congolais, en ce moment-là, vous qui avez vécu, vous êtes les témoins vivants de cette période, est-ce que le peuple congolais était-il aussi malheureux que le peuple congolais d'aujourd'hui? Oui, c'est très difficile de faire des comparaisons. Oh, comme dit l'autre là, oh, mores au tempora. Bon, le temps, chaque temps a ses choses à lui. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en 1959 et aujourd'hui. Ça ne tient pas debout. Donc il faut voir chaque période, chaque temps a ses coutumes, ses bonnes choses ou ses mauvaises choses. Donc c'est très difficile. Au tempora, au mores. Donc c'est très difficile de faire la comparaison. Bon, avec le temps, bien sûr. Maintenant, nous avons du pétrole. Nous avons maintenant le gaz. Bon, donc il y a une différence entre l'économie de rente, tout un tas de choses qu'on avait, mais d'abord quelle économie aussi. Combien de gens qui pouvaient vendre des marchandises et vivre de ces marchandises? Prenez le cas de la Boisa, ils ne vivent que des champs.
avec la daba ou la houe qu'on a, on ne peut rien faire, on n'a pas de tracteur, on n'a rien. Donc il fallait se contenter avec ce qu'on avait. Donc il est très difficile de faire des comparaisons entre aujourd'hui où on reçoit de l'argent pas gratuitement, on reçoit de l'argent parce que nous vendons des choses qui sont commerciablement admises. Par exemple, vous prenez le pétrole, vous faites le transport, vous faites on prend le pétrole, on peut transformer ça sur place, mais à cette époque, le pétrole n'existait pas, donc on ne pouvait pas s'attendre sur un budget de milliards. On avait peut-être entre 3 ou 4 milliards, ça s'arrêtait là. Et puis, quand on regarde le problème de déplacement même, de développement du Congo, maintenant on peut parler de développement parce qu'il y a le pétrole qui vient compléter le manque d'activité. Bon, maintenant, nous avons encore autre chose. Il y a le gaz qui vient, et il y a le bois. À l'époque, il y avait le bois. Mais le bois, c'est pour quelques-uns qui exploitaient le bois. Et puis, on l'a envoyé en France, on ne le transformait pas sur place. Il y avait quelques usines qui transformaient ça en Pointe-Noire, des contreplaqués, mais qui ne nourrissaient pas tout le monde. C'était pour les gens qui avaient fait, qui faisaient qui travaillaient dans les forêts, sinon tout le monde n'était pas accès à avoir un salaire sur le bois. Non. Donc il y avait juste le bois. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Il n'y avait que le bois qu'on exportait. Bon, maintenant, il y a cette différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut exporter le bois en petite quantité et puis exporter en même temps le pétrole. Est-ce que par là, vous voulez dire que, puisque vous avez eu à faire face à des contestations syndicales qui ont conduit à la démission du gouvernement Yulu et donc à la chute du Yulu, est-ce que par là, vous voulez dire que ces contestations, ces revendications syndicales étaient un peu prématurées dans la mesure où l'économie était encore primaire? C'était à reconstruire, donc on n'avait pas assez de structures pour pouvoir absorber tout ce lot des travailleurs et des gens qui étaient en formation. D'abord, c'est un problème très très grave. Quand on a pris l'indépendance, pratiquement on n'avait rien. Le budget n'existait presque pas. Il existait parce qu'il fallait faire quelque chose sur place. C'est-à-dire qu'il fallait les impôts, ça s'arrêtait là. Et on n'avait pas un budget pour dire il y a par exemple tant de milliards pour les roses, tant de milliards pour les écoles, pour la transformation des hôpitaux. Il n'y avait rien. Malheureusement, à cette époque, il fallait se débrouiller tant bien que mal. Bon, maintenant, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a eu des manipulations ou c'est parce que le peuple était un peu trop pressé ils n'avaient pas compris la situation du pays? Ou peut-être que vous avez manqué de pédagogie? Manquer de pédagogie, c'est trop dire parce que je vous dis, quand vous êtes dans une maison où les choses ne marchent pas, il est très difficile de faire dire à tout le monde, restez tranquille, pensez demain matin. L'avenir ne comptez pas sur nous. On ne compte pas sur l'avenir quand vous n'avez rien. Vous avez le ventre qui demande, vous ne pouvez pas demander, dire bon, restez tranquille, ne criez pas, l'enfant est à côté de vous, à côté du feu, bon, vous êtes les parents, vous regardez comment l'enfant pleure et l'enfant a fait. Vous ne pouvez pas leur dire, ben, taisez-vous, on aura la doctrine demain, on ne peut pas leur dire ça. Or, à cette époque-là, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, les syndicats sont venus allumer le feu. Les syndicats sont venus, et dans cette histoire des syndicats, il y avait des gens de la droite, bon, on parle de la droite, de la gauche, des histoires, tout ça. Bon, il y avait la droite, la gauche, on peut dire les choses, qui voyaient autrement. L'autre qui disait, le mauvais bois, on le met au feu. Alors, où se trouve le mauvais bois? On ne savait même pas où c'est. Donc les syndicats sont venus et ils ont allumé le feu. Et bien, à partir de ce moment-là, il y a eu des révoltes des gens, ils sont partis à la prison. On a arrêté les gens. Mais pour arriver justement à ça, vous avez parlé justement des problèmes qu'il y avait au début des affrontements un peu ethniques. Ethniques, qui expliquent la guerre de 59. Les choses se sont pacifiées. Il y a eu donc l'unité nationale qui a été faite par la réconciliation des deux leaders, à savoir Abbé Fulbert Yulu et puis Jacques Opengol.
Donc le pays s'est apaisé, l'atmosphère s'est apaisantie, etc. Et il y a eu ce projet, justement, qui a habité les leaders de l'époque, les deux personnages, je peux dire, Fulbert Yulu et Jacques Oprangol, de pouvoir asseoir un parti unique dans l'idée de rassembler en fait le peuple, hein, de créer une sorte d'unité nationale, parce que, à savoir que les affrontements électoraux qu'il y a eu n'arrangeaient pas tellement la question de l'unité nationale, donc il fallait aller vers un parti unique, et il me semble bien que les syndicalistes de l'époque sont allés donc vent debout et ont contesté cette décision et qui explique la chute du régime de Fulbert Yulu. Maintenant, la question c'est de savoir, vous, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez pensé, quelle idée vous vous êtes faite de ce projet-là? Est-ce que ce projet-là, vous l'avez porté ou plutôt que vous étiez en réserve par rapport à ce projet d'un parti unique? Le parti unique, c'était, vous savez, on a vu ailleurs, il y avait le parti unique, avec le parti unique, il y avait plus d'agitation. Il fallait essayer de faire un parti unique. Mais ça n'a pas été fait le jour même. Il fallait attendre, il fallait mûrir les choses. Et après, il y a eu cette explosion de 63, je crois, où Hugo était, je ne sais pas s'il a été vomi ou quoi, j'ai dit des bêtises comme ça. Il a été mis à la porte, à l'index, et puis après, il est parti. Mais le grand problème, c'est que le parti unique devait exister à l'instar de la Guinée. Là, on arrive déjà à des morts, on n'accepte pas. Et on demande donc le départ de Yulu. Et c'était ça surtout. Et Yulu, donc, les gens sont venus, l'armée française s'est retirée du palais, et l'armée congolaise a encerclé le palais. Ils ont demandé le départ de Yulu. Yulu ne pouvait pas faire autrement que de signer la démission, puis il est parti. Oui, alors, monsieur le ministre, dans ce cas, on va peut-être aussi vous poser la question. Dans ce lot-là, on a tendance à considérer que les principales récriminations, reproches, je veux dire, faites au gouvernement Yulu, c'est qu'il avait en son sein des ministres dont on reprochait une certaine méconduite, notamment en la personne de Nzala Kanda. Et il me semblerait que la revendication principale avait été que Yulu, disons, se débarrasse de ses ministres, et comme il n'avait pas répondu à la quête, et ça a mis donc le feu à la poudre. Est-ce que c'est là vrai? Vous savez, c'est comme ici le problème de ministre, de ceci, de cela. Bon, est-ce que, d'abord, il faudrait, pour que le ministre puisse dire qu'ils avaient une vie un peu désorganisée, il fallait qu'ils aient de l'argent. Or là, on ne peut pas parler de l'argent. Combien gagnait un ministre? Combien recevait un ministre? Pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon, donc, quand on dit... Donc, c'est des faux procès qu'on a fait, en fait. C'est toujours un faux procès quand vous êtes dans un gouvernement. On vous accuse de tous les péchés d'Israël parce que vous êtes au gouvernement, c'est tout. Et puis, il y a le problème de l'homme. Il y a la jalousie, la haine qui est là aussi. Donc, tout ça, mais quand on voit des gens comme les Alakanda ou les Ganjons qui étaient de temps en temps, quand Ganjon disait l'argent me rend beau, bon. Est-ce que vraiment, monsieur Prosper Ganjon, est-ce qu'il avait de l'argent? Oui. Lui, de temps en temps, il allait voir Mobutu de l'autre côté du fleuve. Bon. On ne peut pas dire que Ganjon vivait de l'argent du Congo, il n'y avait rien. Bon, il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien dans le vrai sens où il y a un gouvernement qui a un budget pour ceci ou pour cela, pour l'école, pour les travaux, pour les hôpitaux, pour les routes. Il n'y avait rien. Bon, c'était l'assemblée que tout se faisait. On arrivait à rassembler un peu d'argent dans les impôts. Voilà, disons les choses. Ce sont les impôts. C'est avec les impôts qu'on essayait de réunir un peu d'argent pour faire marcher le Congo. Le Congo n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent à l'époque-là. Mais il y avait ce problème des ministres qui sortaient, qui se promenaient, bon, qui parlaient beaucoup aussi, je crois aussi.
Mais c'est surtout une question de haine. Mais ce n'est pas une question où les ministres avaient des enveloppes d'argent qu'ils allaient dans les marchés distribuer, voilà, prenez ceci, prenez. Non. Donc, il n'y a pas un problème de corruption comme on semble le connaître aujourd'hui. Parce que de toute façon, il n'y avait pas d'argent. Moi, je voudrais relever une chose, monsieur le ministre, quand il a commencé à nous expliquer ce qui s'est passé, je trouve une certaine similitude entre les accidents dont il a fait état en 1959 et la période que nous vivons. Mais entre-temps, il nous a encore dit au tempore homores. Oui, au tempora homores. Homores, qui veut dire autre-temps. Voilà, c'est ça. Mais c'est la similitude de ces accidents qui ont trait à l'ethnie. À l'exclusion, par exemple, ce qui s'est passé en 1959. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, mais si nous portons quelques parallèles, ce sont des ethnies qui se battent encore. Les ethnies, on ne peut pas, dans les petits villages où nous sommes, réunir tout le monde d'un coup de magie, d'un coup un coup de sifflet pour dire voilà, il faut vous unir. Ce n'est pas fort possible. Moi, je me rappelle à Dolésy, au moment où Ruguro est arrivé pour un meeting, pas un meeting, mais c'était pour une réunion. Et les Wakoulés sont venus attaquer là où nous vivions. Moi, j'étais allé chez les Yulu. Bon, on est venu avec des briques, tout un tas. On est venu jeter sur le magasin qui appartenait à West Africa. Ils ont cassé les vitres parce qu'il y avait une réunion là-bas. Alors que cette réunion, c'était normal pour rassembler les gens de Dolésy pour faire un parti. Ben, les hommes qui n'admettaient pas ça. Donc, c'était très difficile de réunir tout le monde. C'était très difficile. Mais pardon, excusez-moi. Là où le problème d'ethnie se pose, et s'il ne serait pas mieux que nous regardons du côté du fédéralisme pour faire avancer effectivement... La fédération, je crois que s'il faut parler de toutes ces fédérations-là, il faut ressouder carrément le royaume du Congo. Mais c'est ce que vous avez dit tout au début. Oui, mais le royaume du Congo exclut les autres. Ah ben, ça dépend où c'était le royaume du Congo, limite. C'est surtout l'Angola et le reste du Congo. Oui, mais si nous ressoudons le Congo, c'est comme si on fait disparaître la République en tant que telle, dans ses limites. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut ressouder le royaume du Congo, c'est-à-dire que réunir les deux Congos, ce qui permettrait d'abord, maintenant, si on réunit les Congos, parce que surtout Pointe-Noire aurait la chance d'avoir un port qui serait en activité. Il y aurait le royaume de Congo-Kinshasa, où il y a plus de 15 ou 20 millions qui sont là, qui apporteraient une bonne au Congo actuel. Bon, même l'histoire de travail changerait de position. Or, aujourd'hui, nous sommes divisés. Si cette division continue, où allons-nous? Qu'est-ce que faisons-nous? D'accord. Donc, on comprend bien ce que vous voulez dire. En fait, aujourd'hui, il faut, dans le cadre du renforcement régional, il faut que les deux Congos, en fait, s'unissent pour former un bloc. Pour former un bloc, oui. Ce qui ne pourra avoir un effet économique bénéfique, notamment concernant le port de Pointe-Noire, qui est finalement un port en eau profonde. En eau profonde. Voilà. Et c'est là qui est bénéfique, en fait, pour l'économie dans le contexte... Non seulement ça, mais le Congo-Kinshasa aurait beaucoup à gagner. Des Congolais. Donc, le Congo-Kinshasa aurait beaucoup à gagner parce qu'il y aurait un chemin de fer qui quitterait le port de Pointe-Noire jusqu'à Kinshasa. Et nous aurons à gagner aussi parce que le train qui quitterait Pointe-Noire pourrait avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire des marchandises. Et puis, les poissons de Pointe-Noire pourraient être distribués un peu dans toute la région de Pointe-Noire et jusqu'à Kinshasa. Ça donnerait du travail aux pêcheurs de Pointe-Noire. Et le problème de l'union nous permettrait aussi de vivre en harmonie parce que nous avons cette facilité, nous avons la même langue.
nous avons les mêmes façons de voir le problème. On trouverait déjà quelque chose de bien parce que l'économie aurait à gagner parce que là, il y a d'abord le chemin de fer qui quitterait Pointe-Noire jusqu'à Kinshasa, permettrait de drainer des marchandises qui traînent vers Pointe-Noire, vers le Congo-Brazzaville, jusqu'à Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas, il y a au moins 50 ou 60 millions qui traînent là-bas, qui devraient donner sur le problème de nourriture. L'avantage de la langue des deux Congos, unis. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'arrivée des Rwandais aux poules, qui n'ont pas la même langue. Mais là, c'est à nous de voir le problème. S'il y a des arrivées ou des arrivants, bon, ce serait pour nous aussi une bonne chose de gagner. On leur poserait une position, on leur dirait, voilà, vous êtes venus chez nous, voilà notre discipline, voilà. On ne ferait pas n'importe quoi. C'est des arrivants, c'est des nouveaux qui viennent. D'abord, ceux qui les Rwandais viennent d'où? C'est ça le problème. Ils viennent d'où? Parce qu'ils se disent qu'ils sont le numéro 23, ils sont le numéro 23, c'est-à-dire les anciens Congolais. Les anciens Congolais qui étaient là et qui sont sortis, tout un tas de choses. Je ne sais pas. Non, apparemment, vous ne m'avez pas bien compris. Non, mais en fait, l'actualité aujourd'hui, c'est qu'il y a des Rwandais qui sont introduits au pays suite à des accords de cession de terres. Et donc, ils ont pris possession de certaines terres ancestrales. Et ça Des Rwandais? Oui. Des Rwandais ou des Congolais? Non, des Rwandais. Le problème que j'ai posé, laisse-moi continuer avec c'est pas les Rwandais, c'est pas du côté du Congo-Kinshasa. Ils viennent de Tanzanie. Non, ce sont des Rwandais qui viennent au Congo-Brazzaville, qu'on impose dans la région du Poul, dans la Bonza aussi. C'est une superficie de 120 000 hectares, je crois. Là, vous venez de dire qu'il faudrait dire aux arrivants ce que nous sommes. Eux, ils ne peuvent pas venir nous imposer. Voilà. Malheureusement, cette question rwandaise au niveau du Congo-Brazzaville n'a jamais été traitée par les deux chambres de l'Assemblée. Si bien que les populations sont surprises. Parce que j'ai entendu que ce n'est pas une mauvaise chose qui vienne. Mais il faudrait qu'ils sachent que nous avons des us et coutumes. Et voilà. Ouais, malheureusement, ils arrivent, je dirais, manu militari. C'est des gens qu'on impose. Alors là-dessus, quelle serait votre vision? Mais c'est un nouveau problème. Il est nouveau pour nous. Parce que quand vous partez dans un village, vous êtes obligé de respecter les gens du village, sinon on vous chasse. Bon, nous, qu'est-ce que nous aurons à dire à ces gens-là s'ils venaient chez nous? On ne vous refuse pas, vous êtes des Africains, mais soyez alignés sur nous. Ne portez pas ce que vous voulez, ne posez pas ce que vous voulez. Faites ce que nous faisons ici et ne faites pas n'importe quoi. Tout dépendra de nous. Je suis tellement content de cette réponse très sage. Je ne sais pas si elle est sage. Non, je vous le dis, ce n'est pas pour vous flatter, monsieur le ministre, je pense que c'est vraiment la sagesse. On ne refuse personne, mais il faudrait que nous nous entendions, qu'ils comprennent, mais qu'ils ne viennent pas occuper les terres en catimini comme ça et s'imposer, voir ce que nous voyons du côté du M23 dont vous avez fait état. Bon. Mais monsieur le ministre, après la chute de Yulu, qu'est-ce que vous êtes devenu avec tout ce qui s'est passé? Parce que nous apprenions qu'il y avait une chasse des anciens yulistes, il y avait la JMNR qui était là, qui avait apporté une certaine violence qui n'existait pas auparavant. Bon, mais vous savez, c'est l'Afrique. Hein. C'est l'Afrique. Oui, mais vous, comparativement à votre période qui a été certes brève... D'abord, le problème des gens qui sont arrivés. Quels sont ces gens-là d'abord? Ce sont les enfants du village. Il n'y a pas d'autres gens qui sont venus de l'extérieur pour nous occuper, non. Ce sont les jeunes gens qui sont venus, qui cherchent du travail aussi. Parce qu'on vient de faire une certaine révolution, soi-disant. Mais la révolution ici, elle est faite comment? Par les paysans, par ceux qui avaient des moyens pour construire quelque chose,
Mais ceux qui n'avaient rien, c'était des gens comme des Robespierre, tout ça, c'était des gens qui troublaient l'Assemblée. Et puis souvent, ils perdaient leur tête aussi. Parce que parmi eux, il y avait des gens qui aimaient aussi l'ordre, mais on n'aimait pas les désordres. Or, chez nous, qu'est-ce que c'est? C'est des idéologies qui viennent d'ailleurs. Des idéologies qui viennent de Moscou. Soit disant, ils vont transformer le Congo tout interchemé, non pas comme. Yula a tout volé, nous construire. Non, j'allais arriver là. Parce que je vous ai entendu dire que les caisses étaient vides, l'économie n'existait pas. Oui. En fait, quand on dit que Yulu avait tout volé, finalement, c'était quoi? Parce qu'à travers Yulu, ça veut dire que vous aussi, vous avez volé. Oui, hein, le ministre. Tu es ministre. Oui, j'allais arriver là, mais j'aimerais savoir, puisque dans votre déroulé, vous nous avez démontré que l'économie, d'ailleurs il y a des documents de l'INRA qui sont là, même Massamba Deba le dit lui-même que... Oui, mais ça, il l'a dit, mais ce que je veux dire, c'est vrai qu'en 59, il y a eu des violences, qui étaient beaucoup plus des manipulations, mais... On a poussé les enfants. Voilà, mais avec l'arrivée du régime Massamba Deba, c'est comme s'il y avait, une nouvelle période qui s'ouvrait, surtout avec beaucoup plus de coercition. Ce n'était plus la même politique que vous avez menée. Et est-ce que vous pensiez déjà que nous prenions une tournure qui n'était pas déjà bonne à partir de là? C'est très difficile de répondre dans ce sens. Nous, Congolais, nous avions nos coutumes là. Parce que, tu vois, il y avait le respect des parents. Il y avait le respect des parents. Il y avait le respect des grands. Or, avec l'arrivée de Massamba Deba, c'est-à-dire le régime de tout voler ou tout un tas de choses, tout était foutu par terre. Comment voulez-vous que les filles vont vigiler la nuit? On vient trouver dans votre parcelle des filles qui ne font rien, on les prend, on les habille, et puis elles font vigiler jusqu'au matin. Donc c'était contre nos coutumes. La fille doit rester à la maison, la fille doit faire très attention. Et puis même les jeunes gens ne sortaient pas au-delà de minuit. Ou alors c'est quand il fait clair dans le village, tout le monde est dehors, tout le monde s'amuse, oui. Mais sinon, quand c'est la nuit, les gens restent à la maison. Or, les jeunes gens avaient des fusils, ils partaient un peu partout, ils passaient un peu partout. Ils menaçaient les grandes personnes aussi. Ils menaçaient, puisqu'il n'y avait plus de loi presque. À partir du moment où l'enfant ne respecte plus le grand, ça ne vaut pas la peine. C'est tout un changement brutal. Donc, Massamba Deba, je ne dis pas qu'il avait mal agi, mais c'est une période qu'il fallait traverser. Il n'était pas le seul. C'était les gars qui venaient de Moscou, qui voulaient imposer leur façon de voir le problème. Et changement, je ne sais pas s'il y a eu changement, puisqu'on n'a pas vu des montagnes de voitures ou de Kalachnikov qui venaient. Bon, les Kalachnikov, on les a eus, mais on n'a pas eu une montagne de voitures ou des camions qui devaient faire le transport des marchandises. Il n'y a rien. On n'a pas changé le Congo. Le Congo est resté tel qu'il était. Et jusqu'aujourd'hui, les Chinois sont arrivés, nous ont envoyé, ils ont déposé des batteries. En dehors de ça, il n'y a rien, on n'a rien vu. Et les jeunes gens, il fallait les caser, il fallait les mettre quelque part, il fallait donner du travail. Mais pour donner du travail, on suppose que vous avez des crédits pour créer des emplois. Il fallait des crédits pour créer des emplois. Ils avaient créé les emplois à Kinsundi, non, mais c'est pourquoi je dis... ça c'est autre chose. Kinsundi, donc, faute d'occuper les jeunes, on leur a donné des armes pour surveiller... Voilà, pour surveiller ceux qui sont au pouvoir. C'est même l'exemple de Kinsundi. Bon, on va faire une petite pause avant de continuer. Oui, non, mais moi, je ne sais pas s'il faut faire une pause. Mais le problème d'une pause, c'est que les jeunes n'avaient rien. Jusqu'à présent, les jeunes n'ont rien. Oui, mais je dis le Mais on va faire une pause, monsieur le ministre. allez-y. Comme ça, vous allez peut-être vous rafraîchir avant de continuer. Merci. Monsieur le ministre, nous avons envie de vous poser une question, parce que vous êtes le témoin privilégié des différentes périodes, de la période actuelle comme de la période passée. C'est vrai que le Congo de l'époque
avait ses difficultés dues certainement à l'affrontement, mais nous avons une nette impression que les problèmes du Congo ont empiré. Que d'une part la violence s'est installée et que qu'il y a la misère, il y a le chômage en masse. Est-ce que c'est vraiment l'impression que vous partagez avec nous? Donnez-nous une analyse comparative des périodes que vous avez vécues. Quelles conclusions vous pouvez donner par rapport à ça? C'est très difficile de faire des comparaisons. Parce que il y a une période où le Congo avait des moyens, et avait des moyens pour redresser la situation. Cette période-là est passée parce que nous avons eu des masses d'argent d'entrée. Et puis on avait quand même eu le moyen de transformer l'école, de transformer l'hôpital, de transformer les routes. On avait des moyens. Malheureusement, ces moyens-là sont passés parce qu'on n'a pas su les gérer, les mettre dans des entreprises qui pouvaient encore les rectifier, encore les fructifier. On n'a pas mis ces moyens-là. Donc, on a tout détruit pour rien, pour une question de prestige ou une question économique personnelle. Mais c'est très grave maintenant pour rattraper. Parce que si on avait pu faire des choses de part, aujourd'hui le Congo aurait demandé même la main-d'œuvre étrangère. Malheureusement, tout cet argent est parti à volo. Tout cet argent a été dépensé comme des gaz inconscients. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'ils nous auront encore la chance d'attraper D'abord, je me rappelle le président Ngouabi qui disait « J'ai 23 milliards dans la caisse. Qu'est-ce que je dois faire avec tout ça ?» À cette époque-là, quand il avait pris le pouvoir. Donc, qu'est-ce que c'est 23 milliards? C'est quoi? Vu les routes, il n'y avait pas de routes, il n'y avait pas de dispensaires, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas tout manquait. Il fallait repartir à zéro. Et les jeunes gens n'avaient pas de travail. Qu'est-ce qu'on avait créé à partir de Ngouabi? Pas grand-chose. Rien. Moussa Daba est venu. Il a essayé de faire des choses, comme par exemple qu'ils sont dit. Et là aussi, il a été persécuté d'un côté malgré tout. Tous ces moyens qu'il mettait là-bas, il y avait toujours des problèmes, des révoltes, des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Bon, donc, ils ont tout déchiré, les pagnes ont disparu. Alors que pour nous, c'était un avenir quand même. On pouvait même devenir comme le Togo qui vend des pièces des Européens à toute l'Afrique centrale. Et trop de choses à dire. L'argent a été gaspillé, jeté par la fenêtre. Les gens, les inconscients, d'abord, de toute façon, qu'est-ce qu'ils ont... Où étaient les députés quand on regarde le problème? Qui était député à cette époque-là? Comment a-t-il fait pour être député? On les a choisis comme ça, on les a nommés, puis on n'en parle pas. Quand on vous nomme, vous ne pouvez rien dire à l'Assemblée, vous n'avez rien à dire. Très bien. Donc, automatiquement, vous suivez les autres. Donc, l'argent est sorti bêtement. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Actuellement, quand vous allez, vous trouverez des maisons partout. Les terrains à Brazzaville, on les prend, on ne vous les donne pas. Les maires, d'abord, il n'y a pas de maire à Brazzaville. C'était M. Kolela qui était maire de Brazzaville, malheureusement, il n'a pas exercé. Bon, donc, le terrain de l'État, chacun s'approprie et puis construit sa maison. Alors que ce n'était pas normal. À l'époque, on vous donne le maire, vous donnez un terrain, et puis vous avez des plans, vous faites des plans, on voit les choses. Or, là, aujourd'hui, il n'y a rien. Chacun va, il dit, ah, ça, c'est terrain libre. Il prend, je ne sais même pas comment il faut pour le... Monsieur le ministre, excusez-moi, j'ai une question plus d'ordre historique et culturel. Là, je crois, je comprends que l'histoire de l'Assemblée Godillot est une histoire qui date de cette assemblée, voilà. Mais ma question c'est sur ces grands leaders que nous avons eus, dont la jeunesse aujourd'hui, je dirais vos petits-fils,
ne connaissent pas absolument du tout. Youlou, Opango et Tchichel. Bon, surtout Tchichel, ça a disparu. Opango, on entend un peu parler, mais on nous dit que pour Youlou, c'est une question tribale, que ceux de la partie septentrionale ne s'occupent pas de Youlou. Mais Opango n'est pas de la partie septentrionale. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Opango est un des leurs, si j'emprunte carrément le langage congolo-congolais. Opango est du Nord. Ceux qui sont au pouvoir sont du Nord. Mais pourquoi on ne parle pas de cette personnalité-là? Pourquoi vous êtes tous passés aux oubliettes. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un jour de chance de rencontrer au moins cette personne qui a vécu ce dont la travestie dans l'histoire pendant des années. Donc, comment vous voyez ce traitement-là? Est-ce que c'est un traitement tribal que moi je refute parce que je pense que Opango, qui est du Nord, devrait... Il est le seul. Oui, il est le seul, oui, mais devrait être traité parce que si je vais être cru, je vais dire c'est même leur ancêtre. Oui. Politique. C'est juste. Mais on n'en parle pas. Ça c'est... Est-ce que le grand problème qui se pose, le Congo, qu'est-ce que c'est le Congo d'abord? Qui est congolais? Qui n'est pas congolais? C'est ça le problème. Opango est du Nord. On disait toujours que c'était un homme du Nord. Tous ceux qui venaient du Nord, on dit que c'était des femmes du Nord. Donc ces gens-là, Opango à l'époque, vous ne pouvez pas trouver un autre leader du Nord qu'Opango. Depuis Bungi jusqu'un peu plus loin là. Il y avait Dadé à cette époque-là, mais il n'a pas fait beaucoup de bruit parce que lui, il a travaillé autant, il y avait les Français, c'est-à-dire qu'il y avait l'AF, tout un tas de choses. Donc c'est des gens qui travaillaient dans les histoires de l'AF, l'unité de l'AF, tout un tas de choses. C'est comme Ouganda, tout ce qui a été assassiné presque. Donc ce n'est pas la même chose. Donc Opango a eu surtout sa renommée aux hommes du Sud. Dès que vous parlez du Nord, on dit « Ah, Opango », à l'époque, permettez-moi. Donc, normalement, il devait glorifier Opango, le déifier même, s'il faut dire les choses. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'ils ont atteint le même grade que le M. Opango. Ils veulent faire disparaître cette image même. Oui, mais l'histoire nous dit qu'aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Oui, malheureusement. Opango a été quand même une grande personnalité. Oui, mais ça c'est dans des pays développés, mais pas chez nous. Ceux qui ont des écrits, c'est normal, mais là-bas chez nous. Opango est reconnu par des gens presque de son âge, peut-être toute telle chose. Mais autrement, les jeunes ne connaissent pas Opango. Non, pas du tout. Ils ne connaissent pas. Ils s'entendent comme ça, c'est tout. Mais c'est parce qu'on ne place pas le problème à l'échelle des valeurs qu'il représentait. C'était des valeurs de paix, oui, d'unité nationale. Je vais le supprimer, c'est d'abord moi, le reste là ne m'intéresse pas. C'est comme ici, vous avez des jeunes comme des Chirac, comme qui encore qui étaient ici, jeunes encore, que j'ai trouvé ici. Et les Sarkozy, tout ça, c'est des jeunes. Mais qui ne vous parleront jamais. Non, moi ce que je veux, c'est vrai, mais moi ce que je voulais dire, parce que à la différence entre Opango et ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, c'est que pour la plupart, c'est des militaires qui se manifestent par une certaine politique une politique coercitive, qui est en quelque sorte une certaine affirmation de la bravoure, voire même, comment je dis, une certaine suprématie ethnique. Alors que Opango, c'était l'homme ouvert. Opango était un homme ouvert. Mais c'est dans ce sens-là peut-être qu'on ne pourrait pas parler de lui parce que il n'incarne peut-être pas les valeurs qui sont les leurs. Il y a ça aussi. Et c'est surtout, ils veulent l'écarter, de l'effacer de l'histoire. Bon, mais est-ce que dans ces cas, c'est ça la question, est-ce que ce ne sont pas pour nous des gens à prendre en modèle, en exemple? Parce que si on veut construire le Congo, c'est peut-être pour nous des modèles, des exemples, par rapport aux difficultés que nous connaissons. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Les difficultés à l'heure actuelle, d'abord,
Qui il faut mettre au pouvoir d'abord, premier des choses? Comment se font les élections? Qui passe au pouvoir? Mais si on vous prend, on dit mets-toi dans le parti de Sassou, mets-toi dans le parti de Massamba Deba, mets-toi dans... Non, il faut qu'il y ait des partis organisés, structurés, où les gens sont là, montrent pourquoi ils veulent être président, pourquoi ils veulent être ministre. Il faut qu'ils disent que je veux être ceci pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. C'est là où, Il faut un projet, en fait. Il faut un projet. c'est là où j'ai parlé de mon concept de l'opposition citoyenne de juxtaposition. Oui. Pour que nous soyons tous ensemble pour un contrat moral et un contrat de gouvernement par après. Oui. Parce que si chacun vient, parce qu'il a dans la tête, moi je vais être président de la République, je vais faire ceci. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, ça ne tiendra Tout le monde est président, il n'y a pas de premier ministre, il n'y a pas de ministre. Le seul poste qu'on envisage, c'est moi président. Voilà. Alors, c'est ça. On est dans un jeu politique trouble où on ne connaît les idées et les projets de personne. Voilà. On est dans une sorte d'embrouillement total. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on arrive à clarifier le jeu politique pour que au moins les citoyens responsables puissent faire son Sache choix. pourquoi ils votent celui-là. Très bien. Sinon, Voilà. c'est comme quand je parlais de l'unité des deux Congos. Oui. Sur tout l'autre côté mondial, ce sera terrible. Il y a beaucoup de leaders là-bas. Et qui ne voudront pas être avec le Congo-Brazzaville. Mais l'unité de deux Congo, elle est là, c'est parce que Obligé. déjà culturellement, quand on parle de la rumba, Voilà. Quel est le Congo? Mais est-ce qu'aujourd'hui, la désagrégation du système éducatif ne rend pas cette tâche difficile? Les gens, c'est quoi? Système éducatif aujourd'hui. Parce que l'école a été détruite. Ah ben l'école n'existe presque plus. Hein. Ce sont les parents qui payent les études de leurs enfants. Hein. Et ici, tout le monde veut envoyer son enfant dans une école privée. Tout le monde a Brazzaville. Parce que l'école publique est morte. Oui, mais est-ce que ça ne rend pas cette tâche difficile? Parce que pour qu'une personne puisse vraiment analyser, comprendre, comment je veux dire, un projet, il faut qu'il puisse avoir une certaine éducation, une certaine culture, une certaine... C'est-à-dire qu'il faut que chaque famille sache que l'on envoie son enfant dans telle école parce que. Quand on va dans l'école privée, c'est que de moyens, mais à l'école publique, c'est un intérêt public. L'école publique est dirigée par l'État. L'État et puis l'ensemble des citoyens, puis il faut dire les choses. mais monsieur le ministre, comment comprendre les gens, ceux qui sont là aujourd'hui, en tout cas une certaine génération qui est encore aux affaires, est sortie de l'école publique. Oui. Et comment, arriver aux affaires, eux, ils orientent les familles à l'école privée. La question de tout ce qu'on a raconté dehors de l'école publique, c'est-à-dire que vos enfants peuvent aller dans l'école publique, mais ce n'est pas la même chose dans l'école privée. Dans l'école privée, on suit plutôt d'enfants pas à pas, mais l'école publique, bon, c'est le je m'en foutisme, bon, l'enfant gagne du travail, ne travaille pas, le maître n'est pas responsable. Ça ne lui dit pas grand-chose. Mais tout ça, c'est ce qu'on raconte. Moi, je pense que c'est une stratégie. Non, on ne peut pas dire que c'est une stratégie. Laisse-moi finir ma pensée. C'est une stratégie des dictateurs qui veulent abrutir le peuple pour apaiser. Voilà, pour s'asseoir, pour se pérenniser leur situation. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur ce que vous avez dit, monsieur le ministre, je vais rebondir, vous avez parlé de la personne de Jacques Opengol. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le Congo est un peu déchiré. Chacun veut avoir le monopole de la présidence ou les qualités. Les ressortissants du Sud considèrent les gens du Nord comme n'ayant pas beaucoup de compétences, et les gens du Nord considèrent aussi, vice-versa, les gens du Sud avec un certain mépris. Or, aujourd'hui, vous nous avez montré que la personne de Jacques Opengol, c'est une personne qui mérite admiration parce que c'est une personne en fait pleine de qualités. Ben, ça veut dire que aujourd'hui,
quelque part, ça nous montre qu'on ne peut pas construire le Congo par les extrêmes. Et que de part et d'autre du Congo, que ce soit du nord ou du sud, nous avons des hommes valeureux, sur lesquels il faudra compter et sur lesquels aussi il faudra reposer notre espérance. N'est-ce pas? Oui. Bon, mais, ouais, il nous serait très difficile avec cette allure, aujourd'hui, de faire l'unité du Congo. Comment il faut faire l'unité du Congo, la première des choses? C'est ça le problème. C'est en faisant les partis, en formant les gens des partis, pour leur dire, voilà, faites ça, et puis on va faire l'unité du Congo. D'abord, il faudrait choisir les gens qui doivent vérifier, qui doivent construire le Congo. Mais comment les vérifier? Comment les vérifier? C'est ça le problème. Chacun pourrait venir, moi j'ai mon programme. Bon, il faudrait qu'il y ait des petits partis qui organisent, pas des élections, mais voir les gens qu'ils peuvent présenter aux élections. Des gens capables de faire quelque chose, de dire quelque chose. C'est surtout ça. Ils viennent avec des projets. Qu'est-ce que vous sentez, par exemple, le budget de l'État? Qu'est-ce que vous voyez? Les routes, qui doit les construire? Les écoles, les dispensaires, les hôpitaux. Il faut arriver à trouver ces gens-là qui peuvent aujourd'hui dire nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Mais si nous prenons les gens tels qu'ils sont, ils viennent au pouvoir pour avoir de l'argent, ils viennent au pouvoir pour construire leur village. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un qui a construit, qui a installé beaucoup d'électricité dans son village. Je pose la question, mais lui, il a électrifié son village. Mais il travaille avec le gouvernement ou comment? Voilà. Donc, monsieur le ministre, vous semblez montrer que le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un système qui connaît des dysfonctionnements. Beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas arriver là tel que nous sommes là, nous ne pouvons pas. On ne trouvera rien. Parce que tout ce qu'on prend, on détruit. Tout ce qu'on prend, on détruit. Bon, mais maintenant, il faut trouver un système qui fait que nous devons travailler à l'unisson, c'est-à-dire ensemble, pour redresser le pays. Pour redresser le pays, on suppose qu'il y ait... Regardez, les Chouas sont arrivés. Les Paul Kaya sont arrivés, mais les Chouas est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'il était là, éclaté. Nous savons au nord qu'est-ce qui est arrivé. C'est les gens actuels qui sont là. Mais quel est leur programme aujourd'hui? Quel est leur programme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'ils les dépensent tout le temps? Vous aviez dit que nous devrions travailler à l'unisson. Oui. Et travailler à l'unisson demande certaines qualités. Donc, je sous-entends là, nous devrons déjà partir à un vrai dialogue des fils et filles du Congo pour qu'on pose les jalons d'un redémarrage du pays. C'est comme ça que moi je l'interprète. Parce que qui on va mettre, qui la question va se poser à tout moment. Et pour qu'elle ne se pose plus, il faudrait que nous nous regardions les yeux dans les yeux et que nous parlons tous congolais. Congolais, Voilà. C'est juste. Parce que si nous partons de ce principe actuel, toi tu es militaire, tu sais même manipuler le fusil, oui bon, mais continuez avec nous. On n'arrivera pas. Ouais. Il faudrait qu'on se retrouve, qu'on se dise certaines vérités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer? Toi, tu as été là, tu as été ici, tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Mais le grand problème qui se pose, c'est l'union de tous les enfants du Congo. Mais comment faire l'union du Congo? Chacun viendra avec sa façon de voir les choses. Mais je crois qu'il y a ce problème de petits partis aussi qui est très important. Les gens s'organisent dans leur coin, ils ont un projet de travail, ils viennent avec ça, et puis on fait une ronde, puis pas une ronde, mais on fait... C'est ça que j'appelle le mouvement citoyen de juxtaposition. Voilà. Que chaque citoyen, chaque quartier, chaque village... on fait, je ne sais pas, une... Et puis là, à partir de ce moment-là, on choisit des gens. On choisit des gens.
Ouais. Toi, on te connaît, on ne peut pas te mettre là. Toi, on peut te mettre là. Là, on arrive à un conglomérat, on arrive au sommet, voilà, ce qu'on a choisi pour diriger le pays. Voilà. Ou même pour faire des élections. Parce qu'aux élections, il ne faut pas présenter n'importe qui. Il faut que les partis présentent, c'est idiot ce que je dis, il faut que les partis présentent des éléments capables de dire ceci, de dire cela. Il suffit de lire le contrat. Absolument. De lire le contrat, c'est-à-dire le budget de l'État. Le budget de l'État, parce qu'on ne joue pas avec n'importe qui va confondre le budget de l'État et le budget de... La case et la boutique, quoi. Oui, voilà. Donc il faut qu'il y ait des gens qui sachent, la marque là était là, on la mettra ici, parce que si on ne fait pas ça, il n'y a pas moyen de démarrer. Ouais. Parce que nous avons des moyens avec le pétrole. L'argent du pétrole, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème. Si le pétrole, est-ce que ça existe encore, la Pointe-Noire? Mais tout est hypothéqué, donc on pourra beau parler du pétrole, mais avec les hypothèques, c'est que vous n'avez rien. C'est dans notre pays, on a parlé de 14 000 milliards d'épargne de la jeunesse. Et c'est dans notre pays qu'on vient encore parler de l'année de la jeunesse, sans pour autant plus faire allusion à ce pactole dont on avait vu vent. C'est-à-dire qu'il faut former les gens. Nous devons former les gens dans chaque coin du pays. Il devait y avoir une sorte de jeunes gens qui sont décidés à faire quelque chose pour le pays. Exact. Il ne faudrait pas n'importe qui vienne parler, n'importe comment, parce qu'il sait lire et écrire, tout ça. C'est des histoires. C'est des histoires. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, et le grand problème, ce que je n'ai pas dit, c'est les hommes actuels ne vous reçoivent pas si vous êtes ancien ministre. Ils ne veulent pas vous recevoir. Ça veut dire que vous n'avez jamais existé dans ce pays-là, malgré... Oui. Moi, je suis allé en 92, là. J'arrive là-bas, on me doit l'argent. Je dis, mais je voudrais voir le directeur de la CCA. Et puis le directeur dit, oui, mais vous nous critiquez, comme quoi on ne travaille pas. Oh là là. Je dis, mais monsieur le directeur, on critique ceux qui travaillent, mais ceux qui ne travaillent pas, on ne les critique pas. Nous ne travaillons pas, il est normal que nous vous critiquons. Sais-tu? Parce qu'on nous critique, mais si vous faisiez les choses, vous aussi, alors, vous savez très bien que vous n'êtes pas capable de faire ceci. Vous voyez les gens qui sont capables. Mais si vous restez dans votre maison là-bas, tranquillement, pour dire qu'on nous critique, non, on ne vous critique pas. On critique ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas, on ne les critique pas. Les chemins ne se critiquent pas. Ici, ils n'ont rien à faire. Donc, le problème du Congo, c'est un problème qu'il faut souffler, qu'il faut essayer de réanimer. C'est comme un feu. Il faut réanimer. Pour réanimer le problème du Congo, il faudrait que les gens se réunissent, former des gens. Ce ne sera pas facile. C'est le grand Mbongi du Congo. Voilà le mot. Le Mbongi du Congo. Il faut faire un Mbongi du Congo. Tout le monde comprend que c'est une fille Mbongi. Oui, oui. En Mbongi, on va manger, même les étrangers vont manger. Hein. Moi, c'est comme ça que je voyais Mbongi chez moi. Les orphelins, les étrangers qui viennent, doivent manger au Mbongi. Mais en règle, il ne faut pas qu'on prenne toute l'assiette et puis il va. Non. On lui dit, tu viens manger au Mbongi, mais voilà les règles qu'il faut faire. C'est pourquoi il faut faire des partis. Bon, les partis, quand c'est trop aussi. Quel est le parti qu'il faut accepter, quel est le parti qu'il ne faut pas accepter? C'est ça le problème aussi. Même tout ça se définit autour du Mbongi. Oui, voilà. Alors, on va conclure sur un petit mot qui sera comme une sorte de synthèse. Je crois que ce qu'on retiendra de la rétrospective faite par notre aîné et monsieur le ministre Paul Ngouala, c'est de nous avoir ramené dans un passé
qui est à nos yeux glorieux, parce qu'il a été le passé de la sortie de la décolonisation, et nous sommes honorés d'avoir en face de nous un personnage si important et qui nous apporte un témoignage, en tout cas vivant et vif de ce moment-là, de l'histoire, que l'on tente parfois d'oublier ou de mettre dans les oubliettes. Mais il est de notre rôle de le mettre en avant, parce que cette période, c'est une période qui mérite beaucoup d'attention, dans la mesure où c'est que les problèmes du Congo connaissaient des moments, en tout cas très appréciables, en termes d'unité nationale, bien qu'il y ait eu des moments assez difficiles d'enfantement qui étaient le moment de 1959, mais il ne reste pas moins que le Congo s'est réconcilié. Et ce qu'on retiendra aussi de ce qu'on nous dira, c'est qu'aujourd'hui, nous traversons une phase difficile, mais dont on ne peut se sortir que si nous arrivons à travailler à l'unisson. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les difficultés du Congo tirent leur source tout simplement de la prévalence d'un système qui est là. Un système qui est là, un système qui a pris pied, qui a pris racine, et dont on peut penser que c'est un système qui se renouvelle à l'intérieur de lui-même par le jeu de cooptation, et qui a pris en otage l'appareil de l'État au détriment du plus grand nombre, et dont la base essentielle de filiation, c'est une base en fait fortement ethnique. Hein? Et je pense que, sous la base des enseignements que l'on peut tirer, qu'aujourd'hui, si l'on veut se sortir de cette situation, il faut que nous sortions des présupposés de l'époque qui consistent à lire, à croire qu'il faut adhérer à la personne des leaders parce que c'est une personne qui appartient à votre filiation ethnique, mais penser le Congo autrement. Penser le Congo autrement, c'est amener les enfants du Congo à se réunir autour d'un idéal. L'idéal, aujourd'hui, l'idéal premier, je veux dire, c'est l'unité du Congo. L'unité du Congo. Et dans cette perspective, nous pensons que l'initiative qui a été proposée par notre ami Armand Mangiano, celle de l'OCJ, sert finalement que l'on mette en mouvement une dynamique qui va rassembler toutes les bonnes volontés qui portent en cœur l'idée de la nation, pour qui se retrouve sur cette base. Autrement dit, un mouvement fondé sur une unité d'action et qui ramènera finalement autour d'un axe tous ceux qui pensent le Congo et qui ont en commun au moins le sentiment de la nation. Le sentiment de la nation. Ce mouvement pourra regrouper les différents partis politiques et même les personnalités, etc. Et il s'agira donc aujourd'hui de pouvoir non seulement faire la démarche habituelle, celle d'aller contacter un leader politique quelconque, mais c'est d'arriver d'abord à bâtir une maison en définissant les valeurs auxquelles nous croyons, des valeurs communes, et c'est en ce moment-là qu'on verra quel est celui d'entre nous qui pourra à un moment porter les couleurs de notre mouvement. Ce creuset pourra rassembler toutes les sensibilités, d'ouest à l'est, du nord au sud, parce que nous aurons un seul dénominateur commun, qui sera donc l'unité du Congo. En tout cas, grand frère, merci de nous avoir reçus, et merci de nous avoir apporté tant d'enseignements. En tout cas, nous en ferons bon usage. Nous vous en remercions. C'est moi qui vous remercie souvent. C'est des cas rares, hein, depuis que je suis sorti. On n'a pas vu les gens venir nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez des Congos, tout est. Le Congo, nous sommes tous des Congolais, c'est-à-dire que chacun de nous apporte son Congo dans le cœur. Donc c'est normal que demain matin, les enfants de ce pays se réunissent pour trouver une solution. Et la solution, il faut la trouver vite. Parce que le pays va à volo, c'est de plus un Congo. Puisqu'on ne pense qu'à argent, on ne pense pas à autre chose maintenant. On ne pense qu'à argent. C'est vrai, il faut avoir l'argent pour construire le pays. Mais nous avons des moyens pour construire le pays, pourvu que
nous sachions piloter l'économie. Sinon, c'est quoi le Congo? Le Congo, c'est un pays comme tous les autres pays. Ceux qui ont pris l'indépendance avec le Congo, aux alentours des 60, il y a ceux qui ont peut-être une avance. Mais ils n'ont pas une avance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'industrie. Mais ils partagent comme nous. Mais il faut arriver à sortir de la boue. Il faut sortir de la boue. Il faut sortir de la boue pour faire les choses honorablement, pour que les gens nous respectent, pour que l'avenir puisse avoir des bases solides pour entamer leur vie. Il faut arriver à ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? D'entendre de tous les Congolais. Ce n'est pas toujours facile. Mais on peut toujours faire un début. Par exemple, le pool, dans chaque région, il faut trouver une solution. Les gens doivent se réunir pour dire voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour notre pays. En dehors de ça, il n'y a pas de solution. Il faut s'entendre. En tout cas, sur le dernier mot, on aura compris qu'il faut que nous nous sortions de la boue. De la boue. Voilà, l'expression. Il faut que nous parlions. Que nous nous parlions. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie parce que c'est des cas rares. On ne discute pas avec les jeunes gens depuis que nous sommes sortis. Vous avez eu l'initiative de me consulter. Oh, c'est chouette. Nous étions comme vous aussi. On a vu les Tadé, on a vu les Opango, les Yulu. Yulu qui était déjà bien dans son coin où il était prêtre. Sengele